Macron a la Chère parole. Olena, Madame la Première Dame et Monsieur le Premier ministre, merci d'être là. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission européenne, chère Ursula, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout remercier chacun de vous et à travers vous tous les États et organisations que vous représentez pour votre présence aujourd'hui à Paris pour cette conférence. C'est une preuve tangible que l'Ukraine n'est pas seule. En effet, 46 pays, 24 organisations internationales ont répondu à l'appel de l'Ukraine et de la France pour ce moment de mobilisation internationale que nous avons choisi d'appeler « solidaire avec le peuple ukrainien ». Car la présence en nombre dans cette salle de représentants d'États du monde entier, et j'insiste bien sur ce point, et je remercie la présidence de l'ASEAN et le Premier ministre du Cambodge d'être là aussi tout particulièrement, largement au-delà de l'Europe donc, et d'organisations internationales couvrant des domaines d'une grande diversité, témoignent de la force, de l'élan et de la solidarité de la communauté internationale en soutien à l'Ukraine. Depuis bientôt 10 mois, l'Ukraine résiste avec bravoure et détermination à l'agression russe déclenchée le 24 février. Oserais-je dire cette fois-ci ouvertement, car rappelons-nous que cette agression avait débuté en 2014, sans tout à fait l'assumer à l'époque, mais que c'est en réalité près de 9 ans que les Ukrainiens ont connu de guerre sous la violence extrême ou de guerre larvée. Je veux rendre ici hommage aux forces armées ukrainiennes qui ont repoussé l'offensive russe contre Kiev et qui sont parvenues à reprendre, grâce à leur courage et à leur abnégation, tant de territoires. Et je veux rendre hommage au peuple ukrainien dans son ensemble, qui, malgré l'horreur des crimes commis par l'occupant russe, a, dans des villes comme Mariupol, Boutcha, Irpin, Izium et tant d'autres, gardé les stigmates et gardera encore longtemps les stigmates de cette cruauté. Le peuple ukrainien, disais-je, continue de se battre avec une détermination admirable pour son pays et pour sa liberté. La reprise de Kherson à la mi-novembre démontre l'inanité des simulacres de référendum que la Russie avait organisés pour tenter d'annexer 4 régions d'Ukraine et que la communauté internationale a condamné à une écrasante majorité à l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis que l'Ukraine a repris le dessus sur le terrain, la Russie, dont les faiblesses au plan militaire ont été exposées au grand jour, a opté pour une stratégie cynique visant à détruire les infrastructures civiles en vue de mettre l'Ukraine à genoux. À chaque victoire de votre pays sur le terrain, la Russie réagit lâchement par de nouveaux bombardements des infrastructures électriques, gazières ou de distribution de l'eau, nécessaires à la survie de la population pendant l'hiver, avec un objectif clair, en réponse aux défaites militaires, semer la terreur chez les civils, tenter de briser l'arrière, faute de pouvoir tenir le front. Et ces frappes qui visent ouvertement les populations et les infrastructures civiles, ces frappes dont la Russie avoue ouvertement qu'elle ne vise qu'à saper la résistance du peuple ukrainien, constituent des crimes de guerre. Elles violent sans aucun doute possible les principes les plus fondamentaux du droit humanitaire. Ces actes sont intolérables et ne resteront pas impunis. Je veux ici être clair dans ce contexte. C'est à l'Ukraine, victime de cette agression, de décider des conditions d'une paix juste et durable. Et à cet égard, cher Volodymyr, le plan de paix en 10 points que tu as exposé constitue une excellente base sur laquelle nous allons bâtir ensemble. Mais dans l'immédiat, l'urgence consiste à soutenir la capacité du peuple ukrainien à résister. C'est pour permettre à l'Ukraine de traverser cet hiver le plus long que nous avons souhaité organiser ensemble cette conférence appelée « Solidaire avec le peuple ukrainien », dont nous avons souhaité que les résultats soient très concrets. Premièrement, il s'agit avant toute chose de mobiliser nos partenaires, les amis de l'Ukraine, les pays engagés dans le soutien humanitaire et les bailleurs internationaux pour fournir une aide concrète en permettant de préserver le fonctionnement des infrastructures critiques que j'évoquais et permettre à la population de tenir cet hiver. L'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé, les transports, les vêtements. Et j'espère que nos engagements collectifs seront à la hauteur des enjeux et vous aideront à faire face aux besoins les plus urgents de cet hiver. Nous apporterons une aide exceptionnelle. Pour ce qui est de la France,
Nous avons d'ores et déjà déboursé 151,5 millions d'euros depuis le début de l'année. Nous rajouterons 48,5 millions d'euros ces jours-ci pour les priorités identifiées dans le cadre de la conférence, 27 millions sur l'urgence hivernale, le reste réparti entre les personnes déplacées, les violences sexuelles, les enfants, l'aide alimentaire, la santé mentale. Et nous allons, en plus de ça, ajouter une contribution exceptionnelle de 76,5 millions d'euros dans le domaine de l'électricité et de l'énergie pour l'acquisition de l'aide dans le cadre de l'initiative coordonnée avec la Commission européenne, dont Madame la Présidente reparlera dans un instant. 63 nouveaux générateurs électriques de haute puissance et plusieurs transformateurs en complément des 100 déjà livrés en novembre, mais également des financements pour l'eau, l'aide alimentaire, la santé, ce qui portera un effort total, en plus de ce qui a déjà été fait, à 125 millions d'euros d'aide d'urgence. Ce soutien est essentiel et je remercie tous les pays aussi pour leur contribution annoncée à l'occasion de cette conférence. Deuxièmement, nous avons fait ensemble, cher Volodymyr, le constat que la coordination de l'aide d'urgence devait être perfectionnée et améliorée pour répondre de manière très opérationnelle aux besoins de l'Ukraine. Et nous l'évoquions hier avec le Premier ministre de Norvège, je l'ai aussi évoqué avec le Premier ministre du Luxembourg. Nous avons besoin que les choses arrivent concrètement sur le terrain et nous avons appris des conflits passés. Et donc, au-delà des conférences où l'on annonce des montants, il nous faut une coordination très étroite avec des points de contact dans tous les pays pour que l'aide arrive en temps réel sur le terrain. Et à l'issue d'un dialogue étroit avec l'Ukraine et les services de la Commission européenne, que je remercie vivement pour cela, au cours de ces dernières semaines, nous pouvons annoncer aujourd'hui la mise en place d'un mécanisme renforcé de coordination de l'aide internationale. Ce que tu as qualifié dimanche, cher Volodymyr, de mécanisme de Paris, s'appuiera sur le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, qui joue déjà aujourd'hui un rôle précieux, et sera étendu aux États volontaires désireux de prendre part à l'effort de soutien. Plusieurs États non européens présents aujourd'hui parmi nous ont ainsi désigné des points de contact en vue d'intégrer ce mécanisme. Et je salue particulièrement ces pays qui démontrent qu'il n'est pas besoin d'être un pays occidental pour être convaincu de la nécessité de soutenir l'Ukraine dans la durée. Ce mécanisme, centré sur l'aide d'urgence, s'inscrit ainsi en complémentarité avec la coordination de l'aide en matière d'énergie impulsée par les États-Unis dans le cadre du G7 et le mécanisme pour la reconstruction que nous avons clarifié sous présidence allemande du G7. Ces initiatives, cette conférence aujourd'hui vient, si je puis dire, compléter et accompagner une série d'événements internationaux majeurs qui ont marqué ces derniers mois. Je pense bien sûr à la conférence de Lugano que vous avez accueillie en juillet dernier, Monsieur le Président de la Confédération, cher Ignacio, et qui a permis à l'Ukraine de présenter son plan de reconstruction et qui a posé les principes fondamentaux de la reconstruction de l'Ukraine. Je pense à la conférence de Berlin, co-organisée fin octobre par l'Allemagne et la Commission européenne, chère Ursula et chère Annalena, qui a donné lieu à des discussions fructueuses entre experts sur la coordination de la reconstruction de long terme de l'Ukraine. Et nous nous réunirons l'année prochaine à Londres pour poursuivre cet engagement dans la durée aux côtés de l'Ukraine. Car nous serons aussi aux côtés de l'Ukraine quand elle aura enfin mené à son terme sa lutte pour la liberté. La France entend dès aujourd'hui aussi jouer son rôle en termes de reconstruction et j'ouvrirai cet après-midi avec vous, Monsieur le Premier ministre, un forum économique en présence de près de 700 entreprises qui permettra de mobiliser celles-ci sur l'aide d'urgence et d'accompagner les investissements à plus long terme en Ukraine. Enfin, au-delà de l'état de nos entreprises, permettez-moi de saluer la mobilisation de l'ensemble de la société française au service de l'Ukraine. Nous avons réuni le 8 décembre autour de Madame la ministre Colonna des acteurs non étatiques et notamment nos collectivités territoriales. En plus de leur accueil de réfugiés ukrainiens, 1800 collectivités ont contribué à hauteur de 9,5 millions d'euros à un fonds d'aide à l'Ukraine. Et nous les avons incités à faire de nouvelles contributions en faveur de l'aide hivernale d'urgence. Les plus hauts représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, des collectivités territoriales et des ONG françaises sont aujourd'hui avec nous dans cette salle et je les en remercie. C'est l'équipe de France qui est se faisant mobiliser et je sais que plusieurs pays présents autour de la table fonctionnent de la même manière et qu'au-delà des engagements du jour, apportent un soutien au quotidien extrêmement concret et je veux les en remercier. Voilà ce que je voulais dire en ouverture de cette conférence, cher Volodymyr. Et je veux ici te dire que tu as à Paris des chefs d'État, de gouvernement, aux côtés de
ton épouse et du Premier ministre et de plusieurs de tes ministres, qui sont pleinement mobilisés, qui ont la volonté de se battre et d'être solidaires au peuple ukrainien, et jusqu'au dernier jour et à la dernière minute, de ne rien lâcher de ce soutien. Car le combat que vous menez est un combat pour votre liberté, votre souveraineté, mais c'est aussi un combat pour l'ordre international et pour notre stabilité à tous. Cher Volodymyr, j'ai l'honneur maintenant de te passer la parole et merci d'être avec nous. Дуже дякую. Дякую тобі, Еммануель, шановний президенте. Emmanuel, Monsieur le Président, Madame la Présidente von der Leyen, Premier ministre de Hussein, peut-être Premier ministre Fiala, chers dirigeants des institutions, Premier ministre Schmigel, chère Olena et tous les présents, ministres présents et les ambassadeurs. Je suis heureux que nous sommes réunis au sein de cette nouvelle conférence et nous sommes réunis dans le désir de vaincre la terreur énergétique. Je me rappelle lorsque Emmanuel Macron m'a téléphoné en proposant d'organiser ce format il y a déjà eu des premières frappes, la terreur des drones iraniens était déjà présente en essayant de provoquer la catastrophe humanitaire dans tous les pays. Et la Russie avait besoin de terroriser l'Ukraine et tout le monde démocratique. Et en réponse, nous avons nous faisons tout pour contrer le blackout et la terreur énergétique. Qu'avons-nous aujourd'hui? L'Ukraine s'est dressée contre des centaines de frappes russes d'intensité variable dans notre secteur de l'énergie. Mais maintenant, la plupart de nos centrales électriques sont endommagées et détruites par les bombardements. Toutes les centrales hydrauliques, les centrales thermiques, imaginez-vous ce que cela signifierait dans vos pays. L'une des frappes russes a provoqué l'arrêt de toutes les unités nucléaires de nos centrales nucléaires. Mais tout a marché et heureusement, seule la restauration rapide superficielle des installations énergétiques détruites par les frappes russes nécessite au moins 1,5 milliard d'euros. Chaque fois, après chaque frappe russe, nous essayons de restaurer la capacité technique de produire et fournir l'électricité. Pourtant, chaque jour, nos ingénieurs en énergie doivent déconnecter des millions d'Ukrainiens de l'approvisionnement en raison d'une grave pénurie d'électricité dans l'ensemble du système électrique. À l'heure actuelle, environ 12 millions de personnes dans presque toutes les régions de Kiev sont déconnectées de l'approvisionnement. Malheureusement, il s'agit d'une situation type et chaque jour, nous nous attendons à de nouvelles frappes russes, ce qui peut considérablement augmenter le nombre de pannes. C'est pour ça que les générateurs et les alimentations sans interruption sont devenus aussi nécessaires en Ukraine que les véhicules blindés et les gilets pare-balles. C'est le seul moyen de protéger les gens ordinaires et le système social dans les conditions du pari russe sur le blackout. En fait, un système parallèle de production d'énergie décentralisée est en cours de construction en France et en Ukraine. Il est construit très rapidement dans toutes les régions, mais il y a des milliers d'entreprises ukrainiennes, des petites et moyennes entreprises d'équipements sociaux continuent de fonctionner grâce à des générateurs. Ainsi, les hôpitaux fonctionnent sur des générateurs. Grâce aux générateurs, des centaines de milliers d'emplois ont été déjà sauvés. La connexion Internet, les télécommunications. Dans tous les pays, plus de 5000 points d'invincibilité ont été ouverts. C'est des lieux où les gens peuvent se réchauffer, charger leurs appareils. Et je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui aident déjà l'Ukraine dans l'équipement, avec l'équipement approprié pour maintenir ce niveau de stabilité énergétique dans notre État et pour notre société. Néanmoins, la tâche clé est de
préserver le principal système énergétique de l'Ukraine, de garantir son fonctionnement stable malgré toutes les tentatives russes de faire de l'Ukraine l'endroit le plus sombre de l'Europe. C'est pour ça que ce format est nécessaire. Ici et maintenant, nous devons nous mettre d'accord sur des choses spécifiques qui n'aideront pas seulement l'Ukraine à survivre à l'hiver, mais qui pourront aussi, le plus vite que possible, aider toutes les forces démocratiques faire en sorte que les forces antidémocratiques et anti-européennes, en premier lieu la Russie, prévenir les catastrophes et à protéger les citoyens. Nous avons besoin de plusieurs catégories d'équipements, les transformateurs, équipements pour la restauration des réseaux à haute tension, turbines à gaz et groupes motopropulseurs à piston à gaz. Les représentants ukrainiens présents à la conférence peuvent vous informer de toutes les spécifications techniques de cette demande. En outre, notre système énergétique a besoin au moins jusqu'à la fin de la saison de chauffage en Ukraine d'une aide d'urgence du système pour le système énergétique, de la part du système énergétique européen, c'est-à-dire l'importation d'électricité des pays de l'UE en Ukraine. Pour que cela soit possible, nous avons besoin d'une solution de l'Euronet, des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité pour augmenter la capacité importée. Encore une fois, tous les détails techniques seront présentés par nos représentants d'État. Cela coûtera à peu près 800 millions d'euros. C'est très important, mais c'est plus important. Mais le prix est moindre que le coût de ce blackout. Et c'est pour ça que j'espère que ces décisions seront prises dans le cadre de cette conférence. Et les missions de l'AE qu'il faut envoyer partout dans toutes les centrales en Ukraine. Nous demandons d'envoyer les missions comme ça partout en Ukraine parce qu'il y a la stabilité de toutes nos régions qui dépendent de ça. Ces missions de l'UE seront un facteur sécuritaire. Ils garantiront la sécurité et le contrôle de l'appoint de l'Europe. À cause de la destruction des centrales électriques par les terroristes, sont obligés d'utiliser plus de gaz cet hiver que prévu. En conséquence, nous avons besoin d'acheter environ 2 milliards de mètres cubes de gaz. C'est aussi un élément nécessaire de notre stabilité qui a besoin de votre leadership. Un autre, le cinquième point, un autre résultat pratique de cette conférence pourrait devenir un accord sur le financement d'un projet dont Emmanuel a commencé déjà à parler, de l'achat de l'aide pour l'Ukraine. Cela peut ne pas sembler très important, mais 50 millions de ces lampes pourront permettre d'économiser environ 1 gigawatt d'électricité, étant donné que le déficit moyen de notre réseau électrique est d'environ de 2 gigawatts et demi. Et nous avons besoin aussi d'un mécanisme spécial permanent de coordination des efforts, le mécanisme de Paris, ce qui permettra de donner des réponses rapides et efficaces à tous les défis instaurés par la terreur énergétique russe. Jusqu'à présent, malheureusement, nous ne disposons pas encore d'un système de défense antiaérien aussi moderne pour abattre 100% de missiles et des drones russes, mais nous pourrons créer un système de prise de décision qui peut complètement priver la Russie de son impact, de l'impact de cette tactique terroriste. Lorsque la stabilité énergétique de l'Ukraine sera garantie pendant toute cette période hivernale, cela pourra empêcher les vagues d'immigration massive dans votre pays. Et aucune frappe, aucune panne d'électricité, aucune frappe armée ne pourra aider la Russie à réaliser ça. La Russie devra réfléchir à sa manière d'arrêter cette agression.
Et je crois que ce sera entre nos mains, c'est entre nos mains, entre vos mains. Je vous remercie encore, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette conférence. J'espère vraiment des décisions concrètes. Merci, gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Volodymyr. Merci à toi pour ces mots et la clarté des messages passés et des besoins. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le Premier ministre d'abord Emmanuel Macron, qui a ouvert cette conférence de Paris en affirmant d'emblée que l'Ukraine n'est pas seule. On retiendra aussi les mots qu'il a eus très vite à l'égard de la Russie cynique, lâche, et qui commet des actes en pleine violation des droits, des principes fondamentaux des droits humains. Il a aussi, et on va peut-être en parler, insisté sur le fait que c'est à l'Ukraine de trouver le chemin de la paix, et il a cité la base des 10 points qu'avait été exposé Volodymyr Zelensky. C'était à l'occasion du G20, le plan de paix en 10 points de Zelensky. C'est ça le travail qui doit être fait pour trouver la paix sur la base de ces points-là. On pourra peut-être y revenir. Volodymyr Zelensky a ensuite pris la parole pour dire à quel point son pays avait besoin évidemment d'une aide d'urgence, ce à quoi est consacrée la conférence de ce matin. Et il a cité un chiffre, 12,5 millions de personnes qui sont privées d'électricité. Et il a bien posé évidemment les enjeux immédiats et l'urgence. Dans quelques instants, on entendra l'épouse de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, qui est aussi à cette conférence de Paris. On accueille Claude Blanche-Maison. Merci de nous avoir rejoints, Claude Blanche-Maison. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de Vivre avec Poutine aux éditions Temporis. On parlera tout à l'heure, je disais à Annie de Banton tout à l'heure, l'annulation de la conférence annuelle de presse annuelle de Vladimir Poutine. C'est la première fois, je crois, depuis qu'il est au pouvoir. Vous-même, vous avez déjà assisté à cette conférence. Il paraît qu'elle dure des heures et des heures d'habitude. Oui, enfin, tout le monde la regarde à la télévision parce que ça dure des heures et des heures. Oui. Et la particularité, c'est que les journalistes se signalent par des pancartes pour dire je suis un tel et je représente tel journal. Mais c'est finalement Monsieur Peskov qui leur donne évidemment la parole, suivant un ordre qui est probablement convenu à l'avance. Et par ailleurs, depuis l'année dernière, je crois l'opposition, de toute façon, les journalistes qui sont dans la catégorie opposition du point de vue du Kremlin n'étaient plus invités. Mais de toute façon, il n'y aura pas de conférence. Pourquoi ? On y reviendra tout à l'heure. Nous sommes toujours avec Annie Daubenton, journaliste spécialiste de l'Ukraine. Merci à vous, général de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la force internationale en Afghanistan, Lyudmila Totieva, ukrainienne, et Bertrand Badi. Vous retenez quoi ? Alors, vous allez nous dire, Bertrand Badi, c'était prévu, ils sont dans leur rôle. Quand même, la façon dont Emmanuel Macron a appuyé son attachement à l'Ukraine, le tutoiement avec Volodymyr Zelensky, tout ça, ça rassure sur ses positions. Alors, vous lisez dans mes pensées, donc je ne vais pas commenter le premier point de votre phrase. Moi, ce que je retiens d'abord, c'est que dans son discours, Emmanuel Macron a clairement dissocié justement le court terme et le moyen terme. Là, il était question que de court terme. Il était question d'aide et d'aide d'urgence. Il n'était pas question de cette scène diplomatique qui a été sujette à controverse. Et la meilleure façon, effectivement, d'éteindre les controverses, c'est de ne plus en parler. C'était une occasion de montrer de se recentrer sur l'actualité du conflit et sur la solidarité naturelle et absolue qu'il y a avec le peuple ukrainien, la mise en accusation évidente du fauteur d'agression et des actes lâches commis, je le cite, vous rappeliez cet adjectif qui est très éloquent. Donc on voyait que c'était une façon de lever un malentendu, si malentendu il y a ou il y avait. Et ceci étant, le président français était dans son rôle, c'est-à-dire d'expliquer que nous sommes aux côtés, vous savez, cette phrase diplomatique qui est probablement l'un des termes le plus employés, nous sommes aux côtés d'eux, on ne sait pas ce que ça veut dire être aux côtés d'eux, mais monsieur l'ambassadeur va peut-être commenter ça tout à l'heure, c'est un rituel diplomatique pour dire qu'on est du bon côté et pas du mauvais côté. Bon, voilà. Ceci étant posé,
il n'y avait pas véritablement d'annonce, parce qu'il ne peut pas y avoir d'annonce dans ce genre de manifestation. Le tutoiement, c'est quelque chose de bien connu, qui est très familier à Emmanuel Macron. Lorsqu'il veut montrer qu'il est aux côtés de quelqu'un, il le tutoie. Et dans sa réponse, Zelensky était parfaitement dans son rôle, c'est-à-dire, d'une part, rappeler l'agression et les éléments constitutifs de l'agression qui s'attaque au peuple ukrainien, sa faculté de résistance et ses besoins immédiats. Mais vous voyez bien, à nouveau, cette conférence était une conférence, je dirais, de rituel rhétorique, beaucoup plus que de négociations, mais ça on en reparlera probablement tout à l'heure. Mais enfin, retenons cette occultation de la fonction diplomatique. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie? Ce que je voulais dire tout à l'heure, la diplomatie, c'est gérer des séparations. C'est pas l'art de prendre le thé avec les alliés, c'est de gérer des séparations. Donc on ne peut pas empêcher un président d'être également dans un rôle diplomatique qui est de dire, il faudra construire une sécurité collective. Il ne l'a pas dit ce matin. Il a répété, il a appuyé, c'est à Volodymyr Zelensky. Il y a l'Ukraine. Il a d'ailleurs rendu hommage au peuple ukrainien. C'est à l'Ukraine de dessiner, encore une fois, le chemin de la paix sur la base de cet accord. Donc la France, aux côtés de l'Ukraine, ne pouvait pas dire autre chose, souligne Bertrand Badi, mais enfin c'est mieux que le contraire, d'abord, et ça vous, ça vous rassure. Oui, ça efface un peu les malentendus. Il y a juste deux visions des choses, comme vous avez dit plus tôt, c'est-à-dire le président qui est dans le pays qui ne prend pas part dans le conflit, et le président de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire les mêmes choses, c'est vrai. Après, sur le fond, je pense qu'il y a quand même cette incompréhension peut-être sur l'avenir, sur le long terme, peut-être des choses qui vont être gérées plus tard. Ce que je voudrais dire par le soutien que quand même la France elle a exprimé dès le début à l'Ukraine, il y a des points très concrets, c'est le soutien militaire, le soutien humanitaire, et là, c'est aussi le soutien d'urgence, c'est-à-dire le soutien énergétique dont l'Ukraine a besoin. Je pense que Macron, effectivement, il a rassuré et il est revenu. C'était dans la première partie de son discours que c'est à l'Ukraine de décider sur les termes et les conditions de la paix. Et le fait qu'il en revient très souvent au début de ses discours renforce le point qu'il veut faire passer ce message constamment à l'Ukraine et à la communauté, surtout aussi aux Ukrainiens, parce que la population ukrainienne n'a pas forcément la même admiration peut-être pour président Macron qu'elle avait pour Boris Johnson. Pour des raisons très, très concrètes, parce qu'il y avait des mots qui étaient prononcés qui étaient très, très, très mal prises, mais ça enlève rien du fond du soutien que la France porte en Ukraine et la population française qui aussi accueille des gens, des réfugiés ukrainiens et toute l'aide humanitaire qui a. Mais effectivement, il y a ce côté diplomatique qui est là, qui gère qui ce matin n'a pas été mis en avant. N'a pas été mis en avant parce que c'est pas le plus important. Ça n'était pas le moment. Non, c'est la crise. Pas le moment de dire en effet négociation, compromis. Un jour, il faudra se retrouver autour de la table. Annie Daubenton c'est pas compromis. Non, je suis pas d'accord. Non, mais alors. C'est pas une question de compromis, la sécurité collective. C'est pas une question de compromis. Alors on y reviendra. Mais en tout cas, juste pour acter le fait que il y a un moment pour tout. Là, il y avait un moment d'empathie collective au niveau de l'État à l'égard de l'Ukraine. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis la grande qualité, je dirais, de l'intervention de Macron, ça a été quand même de désigner nommément le fauteur de troubles et avec des adjectifs qui ne laissent pas d'ambiguïté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a quand même repris le plan de Zelensky en 10 points, le plan de paix, montrant bien qu'il se plaçait derrière l'État agressé et non pas devant. Et donc, de ce point de vue-là, les rôles étaient, comme le disait Bertrand Badi, les rôles étaient parfaitement rétablis. Et le président Zelensky, avec finesse, dit, voilà, on a autant besoin de support énergétique que de missiles. Alors, je veux dire, ça devait faire plaisir à la France aussi. Ça, c'est quand même bienvenue dans ce débat. Donc tout ça a été d'une courtoisie parfaite et
Et voilà, laisse augurer d'un sommet où quand même l'important, on met l'accent sur les présidents, c'est très convenu, mais l'important c'est aussi toutes les organisations qui sont dans la salle, celles qui ne sont pas dans la salle mais qui sont à l'écoute. Et là, il y a quand même tout un maillage qui est plus important sans doute que ces discours très convenus de préalable. Où chacun est dans son rôle, évidemment, mais comment faire autrement ? Le pays invitant, évidemment, est en majesté et essaye d'aplanir un peu les malentendus. Et le pays concerné par la conférence, évidemment, dit à quel point c'est utile. Général de Bamako. Ce sont, oui, des rôles, effectivement, très convenus, comme vous dites, mais ça sert à quelque chose quand même. Parce qu'il faut toujours entretenir la flamme de l'aide. On a dit à quel point la fatigue des opinions pouvait être mortifère. Claude Manchefaison me regarde de façon un peu particulière, mais général. Je suis ambassadeur. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, c'est à Paris qu'on discute des problèmes concrets et immédiats des Ukrainiens et de comment ils vont surmonter leurs difficultés quotidiennes pendant les 4 mois d'hiver. Après, effectivement, les problèmes politiques, il fallait qu'il y ait un cadre politique et c'est logique que les deux présidents l'aient évoqué. Mais aujourd'hui, c'est à Paris et pas ailleurs qu'on discute des problèmes concrets et immédiats qu'ont les Ukrainiens pour survivre pendant les 4 prochains mois. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, le discours du président Zelensky ressemblait un petit peu à un inventaire, avec beaucoup de chiffres cités sur les besoins de l'Ukraine. Pardon, Claude Manchefaison, très important. Pour qui, pourquoi ? Il a joué le jeu. C'est probablement ce qui avait été convenu avec le président Macron lors de leur coup de téléphone d'hier. Quand vous dites il a joué le jeu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette conférence est consacrée, en effet... Non, c'est-à-dire que Volodymyr Zelensky lui-même a dit à quel point c'était précieux et que c'était le bon format. Absolument. Et donc chacun se remercie. Et cette conférence-là a un rôle très précis auquel je pense que les Ukrainiens seront sensibles, et effectivement visant à mobiliser cette aide très concrète dans l'immédiat pour lutter contre, en effet, le froid, le manque d'électricité, le manque d'eau, etc. Et je pense que la présence de la présidente de la Commission est vitale, parce que effectivement, la France ne peut pas faire ça toute seule. Elle doit le faire aussi avec l'Europe. Et la présidence de Madame von der Leyen est essentielle dans cette affaire, parce que la Commission a les moyens aussi d'apporter une aide substantielle. C'est ce que soulignait tout à l'heure le général. Juste un mot avant de vous entendre à nouveau, général. Oui, sauf respect amical pour vous, monsieur l'ambassadeur, je ne suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord avec une grande partie de ce que vous dites, mais pas sur un point. L'essentiel, c'est que ce soit à Paris. Je dirais non. Ce qui est dommage, c'est que ce soit à Paris. Je vais beaucoup choquer en disant ça. Pourquoi ? Parce que nous avons changé de monde. Et nous sommes dans un monde où la chance de régulation, elle vient du système tout entier. La chance de pouvoir progresser au-delà des verbes, au-delà des bonnes paroles. La chance de pouvoir réguler un conflit, elle n'est possible qu'à un niveau global. Et si c'est à Paris, c'est aussi parce que les Nations Unies ne savent pas tenir leur rôle. Or, ce genre de conférence, si elle veut avoir le maximum d'efficacité et surtout de crédibilité, elle doit être abstraite de toute logique de puissance, et notamment de la puissance Bertrand Badi, invitante. je vous interromps, pardon, mais on revient très vite. Olena Zelenska prend la parole. On a rarement l'occasion d'entendre sur la longueur. On l'écoute. Chers amis, je vous salue et je remercie le président Macron pour l'organisation de ce forum. Toutes les personnes présentes ici sont parfaitement au courant de ce qui se passe en Ukraine. Le Premier ministre vient de nous présenter beaucoup d'images. Cela se trouve toujours sur les nouvelles et cela reçoit la condamnation de toute personne sensée. Mais comment ressentir tout ce que cette guerre fait à notre pays et à nos gens ? L'intervention russe a sorti à un niveau des chiffres impossibles à concevoir. L'entendement se dérobe. C'est bien plus important que l'expérience de toute personne sur cette planète. Comment ressentir ce que signifie plus de 4000 missiles qui ont touché les villes et les communautés ukrainiennes? 4000. Ou bien qu'est-ce que 50 000 missiles qui ont été lancés
par les occupants en une seule journée contre notre pays. Qu'est-ce que 2719 établissements éducatifs qui ont été détruits ou touchés? Comment ressentir plus de 1100 établissements médicaux qui ont été détruits ou fortement touchés, qui ont été frappés par les tirs de chars d'artillerie? Pouvez-vous imaginer la moitié de la France privée d'électricité pour 30 et plus d'heures? Et bien que tout cela est impossible à ressentir dans le sentiment d'une seule personne, on peut déjà dire avec certitude comment l'Ukraine tient malgré tout. Nous avons tous réussi à devenir plus grands que nous n'étions avant cette guerre. Pour nous protéger, les Ukrainiens ont réussi à devenir plus grands que cette terreur. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. L'exemple d'un homme qui ne savait même pas ce qu'il était capable de faire pour sauver d'autres personnes. L'exemple d'un Ukrainien sur lequel on peut comprendre et ressentir l'exemple des millions. Il s'appelle Yuri Kuznetsov. Il travaille dans l'hôpital municipal de la ville d'Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine. Il relève du département de traumatologie et la nuit du 6 mars, il a pris son travail à l'hôpital et il est resté jusqu'en septembre. Il a travaillé jusqu'à ce que l'Izium ne soit libéré de l'occupation russe. En rentrant dans la ville, les militaires russes ont frappé de manière constante la réanimation, les salles d'opération, les services d'urgence ont été détruits dans ces frappes, tout comme des centaines d'autres sites de cette ville. Mais l'hôpital a continué à travailler. Dans la cave, sous les tirs constants, dans les conditions inhumaines et terribles, Yuri et d'autres collaborateurs ont vécu à l'hôpital, dans ce qui est resté de cet hôpital. En l'espace de 6 mois, Yuri est devenu chirurgien et je rappelle qu'il était dans la traumatologie et il est devenu même un sage-femme. Dans les caves de cet hôpital, il a fait naître 9 bébés et des vies de centaines de personnes ont été sauvées grâce à une personne qui est devenue plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Yuri a été amené à opérer, à sauver ceux qui ont été blessés ou qui ont sauté sur les mines. En quittant Izium, les occupants ont pillé l'hôpital, tous les équipements qui étaient encore valides, donc les lits dans le département Covid, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont pris même des prises, des fils électriques et même des cuvettes dans les toilettes. Heureusement qu'ils n'ont pas pris ce qui était le plus précieux dans cet hôpital, ce médecin. Ce n'est qu'un exemple d'un hôpital, d'une personne qui, d'un médecin banal, est devenu un sauveteur pas banal pour des centaines de personnes. L'Ukraine a réussi à tenir et se défend justement grâce à des gens comme ça, les gens qui sont devenus plus grands qu'ils ne pouvaient même l'imaginer. C'est la source de l'invincibilité ukrainienne. Ce sont nos combattants dans les forces de défense, ce sont nos médecins, nos énergéticiens qui restaurent l'électricité après les frappes. Ce sont nos entrepreneurs qui ont réussi à opposer à l'obscurité russe le bruit des générateurs et dès lors la vibration d'un pays vivant. En l'espace de ces 10 mois de guerre à grande échelle, l'Ukraine est devenue plus grande que était son image avant. Et je pense que la France aussi a ce sentiment. Grâce à la résistance ukrainienne et à votre grand soutien, vous pouvez aussi prendre ces paroles pour vous, ressentir comment chacun et chacune d'entre vous deviennent plus grands. Mesdames et messieurs, des millions de personnes aujourd'hui pensent comment faire plus pour protéger la liberté et restaurer la paix. Je fais partie de ces personnes. Autant que je peux, j'accumule l'aide pour l'Ukraine. Autant que je peux, j'appelle à l'action. Autant que je peux, je fais revenir à l'Ukraine ce que la guerre lui prend. Je vous invite à nous rejoindre dans ces efforts. Je sais que entre vous, il y a aujourd'hui les représentants des entrepreneurs, de la société civile, des maires des villes de France. La France est déjà parmi les leaders du monde global pour la protection de l'Ukraine et nous serons toujours reconnaissants pour cela. Mais le temps est venu
pour tout le monde de devenir plus grand. Je vous ai parlé de l'hôpital à Izium et c'est mon objectif aujourd'hui, aider à restaurer cet hôpital. C'est un hôpital de la région pour plusieurs districts qui recevait tous les ans près de 150 000 personnes. Aujourd'hui, il faut relever cet hôpital des ruines. Et c'est pour cet objectif que je crée ma fondation, Olena Zelenska Foundation. Cette fondation qui, ensemble avec d'autres projets, aide à restaurer l'Ukraine. Notre objectif est d'aider la vie à vaincre. Ma fondation aide les habitants pacifiques, surtout sur le territoire déoccupé qui ont été très fortement détruits. Nous voulons rendre la normalité à la vie. Nous apportons la chaleur et l'espoir. J'ai un objectif très précis de ma visite à Paris. Je suis ici pour Izium, pour l'hôpital municipal d'Izium. Je vous invite à aider cet hôpital. C'est l'objectif principal de ma fondation. Devenez plus grand que ce que vous étiez avant. Rejoignez-nous dans cette grande victoire. Rejoignez-nous dans cette tâche de restauration. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le président Macron pour cette possibilité de m'adresser à la société. Je vous remercie encore une fois tous. Que la paix revienne plus vite, que le plus vite possible tous les Ukrainiens soient libérés de l'occupation russe. Je vous remercie.